Jean-Pierre Aquino, une personnalité très connue, qui est gériatre, médecin de santé publique, délégué général de la Société française de gériatrie et de gérontologie, professeur associé au Collège de médecine des hôpitaux de Paris, expert de la prévention de la perte d'autonomie. Puis je voudrais un petit peu souligner, parce que c'est dans ce contexte premier que j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Aquino. Il a été l'auteur en 2013 d'un rapport remis au Premier ministre, Anticiper pour une autonomie préservée. En 2015, il a été le coordinateur du plan national de prévention de la perte d'autonomie, qui était destiné aux conférences départementales, des financeurs, je l'évoquais tout à l'heure au travers de l'Hérault. Et plus récemment, il a présenté un rapport sur les innovations numériques et technologiques en gérontologie. Cher ami, cher monsieur Aquino, j'ai sans doute oublié un certain nombre de choses, mais c'est avec grand plaisir que nous vous écoutons. Merci de cette introduction, merci de m'avoir convié, monsieur le doyen, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, chers confrères. Je suis ravi d'être présent parmi vous pour présenter ces propos introductifs. Premier élément déterminant qu'il convient de ne pas oublier, la décennie 2020-2030 est la décennie de l'explosion numérique des personnes âgées de 75 à 85 ans. C'est la gérontocroissance, comme disent certains, mais c'est en plus la longévité, phénomène tout à fait nouveau. La double transition démographique et épidémiologique, avec l'émergence des maladies chroniques, crée des circonstances favorables à deux mouvements. Le premier, c'est le développement de l'accompagnement, du care, et le second, c'est la valorisation de la prévention, en particulier de la perte d'autonomie. Un rappel s'impose, et ce rappel a été évoqué par monsieur le doyen. Cette définition que donne l'anthropologie de l'homme. L'homme est un corps, un esprit, un être relationnel avec les autres et avec l'univers. Donc la santé doit pouvoir bénéficier d'une approche globale, large, pluridisciplinaire, allant jusqu'à l'environnement et même l'écologie. Les interventions non médicamenteuses répondent à un besoin et une demande sociétale clairement identifiés. De nombreux États à travers le monde et en Europe ont pris quelques longueurs d'avance par rapport à la France, mais nous l'espérons, nous sommes en train de rattraper ce retard. Quelles sont les disciplines qui sont concernées? Je citerai prioritairement la cancérologie, la neurologie avec les maladies neurodégénératives, mais aussi un symptôme, la douleur, sur lesquels effectivement les INM ont un intérêt démontré. Deux vocations scientifiques, me semble-t-il, prédominent. La première, c'est la vocation préventive. Chaque fois que possible, ce type d'intervention, lorsqu'il est efficace, est souhaitable. Deuxièmement, une vocation curative, complémentaire des traitements biomédicaux dans une approche à l'autonomie fonctionnelle. On note que le non médicamenteux n'est plus l'apanage des médecins. Les professionnels des sciences humaines et sociales, mais aussi les ergothérapeutes, les psychomotriciens, se sont emparés du sujet, et c'est bien ainsi parce que nous sommes dans la pluridisciplinarité. La définition d'une INM n'est pas facile, parce qu'elle sollicite de nombreux mécanismes psychologiques et comportementaux, et nous retiendrons la définition proposée par la plateforme universitaire collaborative CEPS de Montpellier. Une INM est une intervention non invasive et non pharmacologique sur la santé humaine fondée sur la science. Elle vise à prévenir, soigner ou guérir un problème de santé. Elle se matérialise sous forme d'un produit, d'une méthode, d'un programme ou d'un service dont le contenu doit être connu de l'usager. Bien évidemment, une fois qu'on a défini une INM, encore faut-il que nous ayons une idée de son efficacité et toute la question de l'évaluation se pose alors. Dans le document qui a été remis à notre disposition présentant ce colloque, figure une classification des INM psychologiques, physiques, nutritionnelles, numériques. Donc on voit que ce classement nous aide à orienter nos stratégies. Mais je voudrais raconter une histoire évocatrice qui est celle de la maladie d'Alzheimer, non pas depuis les publications qui datent du siècle dernier, mais simplement sur l'usage des thérapies non médicamenteuses qui remontent de fait aux années 70 avec Naomi Feil sur les troubles cognitifs.
Donc ces travaux étaient connus, publiés, et dans les années 90, branle-bas-le-combat, les avancées de la pharmacologie ont mis au premier plan les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Donc le médicament est devenu princeps, ce d'autant que certains d'entre nous disaient dans 10 ans, la question est réglée. Nous savons ce qui s'est passé 10 ans après, et du coup, les INM ont repris, je dirais, l'avantage dans cette situation avec deux objectifs clairement identifiés, maximiser les capacités préservées et développer des pratiques visant à améliorer la qualité de vie de la personne malade. Je vais citer quelques exemples. Les enquêtes conduites par la Fondation Médéric Alzheimer sur le pourcentage d'établissements hébergeant des personnes malades et utilisant des INM est passé de 70% en 2010 à 90% en 2017. Le Conseil d'État, en décembre 2019, lors de son jugement relatif au déremboursement des médicaments anti-Alzheimer, insiste sur la nécessité de développer des interventions non médicamenteuses. Et puis le PMMD, le plan maladie neurodégénérative, dans sa mesure 83, souligne l'importance de tester l'efficacité des interventions non médicamenteuses, le constat ayant été fait d'une insuffisance dans ce domaine. Pour répondre à cet impératif de la mesure 83, l'implication de la plateforme universitaire collaborative CEPS avec Grégory Minot a joué un rôle conséquent, avec un groupe de travail qui a pu livrer 2 documents, une révision de la définition des IMM et un guideline méthodologique pour l'évaluation des interventions non médicamenteuses. Les évaluateurs du PMMD, Alain Grand en France et Yves Johannet au Canada, ont souligné les avancées réalisées à l'occasion du plan et l'implication de la plateforme universitaire collaborative, soulignant que 100% de l'objectif était atteint. Donc, bravo pour cette démarche. Bien évidemment, ils encouragent à la poursuite des travaux parce que nous n'avons pas terminé de faire le tour de la situation. Alors, d'autres incitateurs se sont manifestés pour orienter le développement des interventions non médicamenteuses. La Haute Autorité en Santé, en 2011, insiste sur le développement de la prescription des thérapeutiques non médicamenteuses validées et publie un document dans ce sens. Le plan cancer y fait référence, la stratégie nationale de santé y fait référence, et puis à un niveau différent, les cahiers des charges des UCC, des PASA et des UHR insistent sur le développement des thérapeutiques non médicamenteuses. Les dossiers présentés au niveau des départements dans les conférences des financeurs font de plus en plus fréquemment allusion et proposent des schémas de prévention orientés à partir des INM. Question fondamentale, on vient de le souligner, c'est l'importance de l'évaluation. Il serait très naïf de croire que ces évaluations sont facilement conduites. En effet, les travaux menés jusqu'à ce jour sont parfois des travaux laborieux qui rencontrent des difficultés à cause des bases théoriques et conceptuelles sur lesquelles reposent ces interventions, mécanismes cognitifs, émotionnels, comportementaux, des indications insuffisamment précises. Donc tout cela est compliqué, ce d'autant qu'on note des faiblesses méthodologiques dans les rapports qui sont publiés. Quelles sont les caractéristiques des personnes incluses? L'échantillonnage est-il rigoureux? Les critères de jugement sont-ils précis? Quelle a été la durée de l'étude? L'hétérogénéité des interventions portant le même nom, mais qui ont des différences en raison de modalités d'intervention spécifiques. Donc on voit bien que l'évaluateur est confronté à une multitude de paramètres qu'il est difficile, dans certains cas, de maîtriser. Alors on pourrait imaginer un classement en termes d'évaluation, et je reprends la classification de Santé publique France sur les interventions en prévention, qui précise qu'il y a 3 possibilités. Les interventions sont probantes au terme d'une évaluation, les interventions sont prometteuses, c'est-à-dire que les travaux sont insuffisants, il faut aller plus loin, et les interventions autres, c'est-à-dire non évaluées ou inefficaces, voilà qui permet de clarifier un petit peu le débat. Alors les effets des interventions non médicamenteuses, vous les connaissez, elles facilitent l'orientation dans le temps et dans l'espace, elles facilitent la communication, elles diminuent la fréquence et l'intensité des troubles du comportement, notamment dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, mais toujours, elles se doivent de contribuer à respecter la dignité et la parole de la personne malade et encourager sa vie relationnelle. On voit bien que nous ne sommes pas seulement dans le fonctionnement du corps, mais nous sommes dans le fonctionnement de l'individu, dans le milieu dans lequel il vit et dans son environnement.
Des revues récentes de la littérature apportent des preuves qui confirment l'amélioration au quotidien des personnes malades grâce à des interventions avec des critères d'appréciation qui sont à la fois qualitatifs et quantitatifs. Alors, si on prend quelques exemples, et je reprendrai des exemples sur la maladie d'Alzheimer, puisque c'est un dossier que je connais plus particulièrement, on voit que des démonstrations sont faites sur des interventions assistées par un animal, que l'art-thérapie entraîne des effets positifs dans un contexte de troubles neurocognitifs observés, effets positifs sur la qualité de la vie et sur les interactions sociales. On voit que la réhabilitation cognitive est aussi efficace, que la stimulation cognitive apporte des points positifs. Alors là, c'est à nuancer. Est-ce qu'on améliore la cognition? Là, je mets peut-être un point d'interrogation, mais en tout cas, on place la personne dans une situation relationnelle avec les autres beaucoup plus favorable et on joue aussi sur le caractère anxio-dépressif qui peut accompagner les troubles cognitifs. La danse est décrite aussi comme étant un élément favorable à l'activité physique, à la qualité de la vie et aux interactions sociales. La musicothérapie est un grand sujet qui est particulièrement exploré et qui est tout à fait intéressant. Donc la liste est loin d'être exhaustive. Ce qui me paraît par contre important, c'est de souligner 4 impératifs qui, à mes yeux, sont incontournables dans la pratique et dans la dynamique de progrès dans laquelle nous nous situons et dans laquelle nous voulons aller plus encore. Premier impératif, il faut des indications précises pour prodiguer tel ou tel INM, et ces indications doivent reposer sur des études scientifiques rigoureuses. Le deuxième impératif, c'est la mise en œuvre de ces INM qui nécessitent des compétences relationnelles, communicationnelles et éthiques des professionnels qui vont prodiguer ces INM. La troisième recommandation, c'est la formation des personnels à leur usage. Rien ne serait pire que de mettre entre les mains de professionnels non formés des INM dont ils ne comprendraient pas à la fois la manutention, mais aussi l'usage et les effets attendus. Et puis le quatrième point impératif, c'est bien évidemment une évaluation avec une méthodologie adaptée, qu'elle soit qualitative et quantitative. Ce point est incontournable. Alors en conclusion de ce survol, et pour respecter le temps qui m'est imparti, je pense que l'on peut affirmer qu'il existe une attente forte à la fois des usagers et des professionnels dans le développement des INM. Qu'il est positif de noter que ce champ n'est plus réservé exclusivement au corps médical, mais que fort heureusement, les professionnels au sens large s'en sont emparés et apportent une contribution complémentaire au nom de la pluridisciplinarité. Les avancées sont indiscutables ces dernières années, mais il faut encore aller plus loin pour que la France puisse, et elle est en train de le faire, rattraper son retard. Enfin, le dernier point conclusif est la logique un petit peu de ce qui a été souligné par l'évaluation. Si il est possible de faire des démonstrations extrêmement scientifiques et rigoureuses sur l'efficacité des INM, si de surcroît les INM permettent d'éviter l'usage de certains médicaments qui entraînent des effets iatrogènes, qui entraînent des maladies iatrogènes, eh bien nous sommes dans une dynamique économique qui devient tout à fait intéressante et tout à fait pertinente, et il serait alors légitime de se poser la question du financement des INM dans le droit commun. Je vous remercie. Je peux que justement vous remercier très sincèrement parce que vous avez fait une description avec les recommandations et les orientations à donner aux INM et ce qui va tout à fait dans les travaux qui sont développés aujourd'hui. Encore un grand merci. Sur les questions essentielles que nous avons recensées d'ores et déjà, et merci à nos internautes, à nos auditeurs d'être présents au travers de ce chat. On a la question, bien sûr, vous l'avez évoqué à la fin de vos propos, c'est celle du financement. Celle du financement au travers de ce qu'on pourrait appeler à la fois des prestations légales ou des prestations extra-légales. Et donc, dans les prestations légales, on a déjà les activités physiques qui sont reconnues par
pour les personnes atteintes d'ALD, mais les médecins sont peu ou mal informés de ces dispositions. Les mutuelles n'accompagnent pas ou rarement ces prescriptions. C'est une question qui nous a été posée. Puis d'une façon générale, qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que de l'évolution qui pourra être donnée sur le financement des INM? Alors, l'autre exemple que l'on peut citer, indépendamment des activités physiques, mais c'est un exemple un peu particulier, c'est l'orthophonie. L'orthophonie, alors bien évidemment, est classée dans le champ de la rééducation, mais l'orthophonie, par définition, est une intervention non médicamenteuse, largement utilisée, notamment dans les consultations mémoire, pour maintenir les performances des personnes qui ont des troubles cognitifs avec un risque d'atteinte de la parole. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans un contexte où l'économique pèse et pèse lourdement? La solution viendra de l'évaluation. La solution viendra d'une démonstration forte avec l'appui d'économistes aguerris pour montrer que nous réussissons à économiser dans un domaine, notamment sur les effets secondaires et en diminuant la consommation médicamenteuse, en particulier chez le sujet âgé. C'est probablement là le challenge qui nous attend, du scientifique pur et dur pour la démonstration de l'évaluation et des études économiques associées pour montrer le bien fondé de la démarche. Merci. Après, il y a d'autres questions qui ont été d'une façon plus générale. C'est sur la communication qui peut en être faite pour le grand public de ces INM. C'est-à-dire qu'effectivement, les professionnels sont bien souvent informés de ce qui peut exister, mais dès lors qu'on entre au niveau du grand public, qui pourrait effectivement influer sur la demande qu'ils pourraient faire au travers de leurs praticiens, au travers des personnels médicaux et paramédicaux, eh ben, on s'aperçoit que c'est difficile. Voilà, c'est difficile d'avoir les bons contacts pour, à un moment donné, recourir à une INM effectivement recensée, vérifiée, évaluée, etc. Comment peut-on... Alors, effectivement, la communication avec le grand public est peut-être un élément intéressant, sous réserve que nous ayons des éléments de démonstration clairement identifiés, mais aussi l'utilisation, comme le font certains, via les startups. Un certain nombre de startups, et je pense notamment à des interventions non médicamenteuses qui touchent le numérique, lorsque le numérique contribue à la prise de conscience de l'individu d'un certain nombre de ses difficultés ou d'objectifs nouveaux qu'il pourrait atteindre, il est sûr qu'on est là dans une démarche, je dirais, de communication et de pédagogie tout à fait intéressant. J'ai l'exemple en mémoire d'un programme où il est affiché le nombre de pas qui est fait par jour, c'est l'objectif qui a été défini, avec la proposition de faire un peu plus le lendemain et d'associer un encouragement permanent avec une appropriation par la personne d'une démarche positive. On utilise là le numérique pour aboutir. Merci beaucoup. Au plaisir de nos nouvelles rencontres. Et puis, on va continuer encore. Un grand merci. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.